Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nartin Eden et aujourd'hui on va continuer sur sur les fascismes, en tout cas sur le que sais-je sur les fascismes, et là plus précisément on va continuer sur le national-socialisme parce que chaque type de fascisme a un petit peu ses spécificités, voyez-vous, en fait les nuances de la chiasse. Mon Dieu, je commence à peine, c'est déjà le dénigrement parce que je devrais respecter la liberté de penser de ces sacs à merde. Je leur nie le droit à leur prétention de penser des trucs. Enfin bref, ça commence dur en fait. Donc on va parler de l'avènement du nazisme. Parce que oui, chers amis, comme l'intro le laisse suggérer, effectivement, national-socialisme, c'est du nazisme, effectivement. Quoi qu'en dise papy tête de gland. Bon, merde, je trash talk déjà. Enfin bref. Les événements favorables furent la défaite de 1918 et la grande crise des années 30, l'habile agitateur Adolf Hitler. À vrai dire, jouait déjà des causes plus anciennes. L'unité du peuple allemand tardive, mais rapide et brutale, son industrialisation récente, mais à un rythme élevé, avait développé en lui, avec le culte de l'efficacité et du rendement, la nostalgie du passé, le besoin d'une communauté nationale fortement structurée, un esprit de conquête et de puissance s'était ainsi développé sur un fond de mysticisme. Parce que oui, chers amis, le fascisme, c'est une forme de mystique. La défaite de 1918, attribuée à la trahison des socialistes et à des juifs, l'humiliation nationale provoquée par la perte de territoire, avait suscité une vague de nationalisme. Des corps francs, de volontaires s'étaient efforcés de retarder l'application des traités en Haute-Silésie et sur la côte balte notamment, et une volonté de revanche sur les traîtres et les vainqueurs. La crise économique née de la défaite, avec son inflation galopante, avait été relancée par la crise mondiale des années 30. L'Allemagne ne comptait 1 500 000 chômeurs en 1929 et près de 6 millions en 1932. La production était tombée à 50%, puis à 30% de celle de 1929. La ruine des classes moyennes, la misère du prolétariat atomisaient la société allemande. Le Parti ouvrier national-socialiste, né en 1901, un des nombreux groupes nationalistes qui n'acceptèrent ni la démocratie ni la défaite. En 1922, il organise son premier congrès et publie son journal Le Volkischer Boykotten, et j'ai un accent allemand dégueulasse. Hitler en est devenu le chef après avoir éliminé le fondateur, Drexler, et en 1923, le parti tente un putsch à Munich qui échoue et il perd 16 tués. Hitler est alors emprisonné. En 1924, le parti obtient seulement 6,6% des voix aux élections et se réduit à 3,5% en 1928. Il demeure faible, mais est bien structuré et ses sections d'assaut, les SA, ses chefs régionaux, les Gauleiter, mon accent encore dégueulasse, chers amis, on sent le français. Ses sections de sécurité, les SS, ses filiales de jeunes et étudiants. La crise économique lui fournit ses électeurs. À partir de 1929, le nombre de chômeurs va s'accroître proportionnellement à celui des voix qu'il recueille. En septembre 1930, 18% des votants, soit 107 députés. Alors, effectivement, le que sais-je aussi le rappelle, mais c'est bon aussi de le rappeler, l'électorat du fascisme, c'est plutôt les classes moyennes en, on va dire, en déclassement, en voie de déclassement.
Voilà. Même si je crois, il y a eu des études comme quoi il y avait à peu près entre 30 et 40% de l'électorat du national-socialisme qui étaient des ouvriers. Ça veut dire qu'il y a plus de 60% qui n'étaient pas ouvriers. Voilà, on préfère tourner les chiffres comme ça. Parce qu'en fait, une espèce de révisionnisme maintenant qui dit qu'en fait, il y avait un pacte secret entre le prolétariat et le national-socialisme. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Interdire les piquets de grève, enfin voilà. Oui, les ouvriers adorent qu'on interdise la grève et ils ne votent que pour ça, je pense. Enfin bref. Les conservateurs, les industriels, l'armée commencent à s'intéresser sérieusement à ce groupe. Le président Hindenburg reçoit Hitler. Le chancelier Browning lui propose d'entrer au gouvernement. Des manières de l'industrie le subventionnent. Voilà. Après, ça se dit anti-système. Si Hitler est battu par Hindenburg à l'élection présidentielle du 13 mars 1932, 37% des électeurs votent pour les candidats du parti quelques mois après. Alors que Browning, von Papen, Weinsteiner ont gouverné par décret-loi contre le Parlement, appelé Hitler à former le gouvernement le 30 janvier 1933, peut paraître démocratique. En considérant seulement 4 portefeuilles au parti, les conservateurs espèrent le confiner dans une position subalterne. Mais Hitler dissout le Reichstag et dans ces élections où les irrégularités sont nombreuses et les pressions très fortes, le parti passe de 44% des voix le 5 mars 1933. Hitler signe alors un concordat avec l'Église catholique et quitte la Société des Nations, ses 2 premiers succès à l'extérieur. Il dissout le parti communiste après l'incendie du Reichstag organisé par Göring, proclame le Parti national-socialiste parti unique et, le 23 mars 1933, à la majorité constitutionnelle des 2/3, il se fait accorder les pleins pouvoirs. L'exécutif et le législatif sont désormais réunis entre ses mains. Oui, aussi, et dans l'incendie du Reichstag, je crois dans un épisode de Daniel Guérin, je crois, si je dis pas de bêtises, ou dans un autre, je sais plus, aussi, il brûle aussi les membres les plus à gauche de son parti. Ceux qui croyaient réellement que c'était du vrai socialisme, que le national-socialisme c'était du vrai socialisme parce qu'il y avait le mot socialiste dedans, et bah la naïveté chez eux, et bah ça se pète et cramé. Voilà, et en plus on accuse les communistes. Bon, ça devait être des dangereux woke à cheveux verts, je pense qu'ils méritaient le bûcher, chers amis. Enfin bref. En quelques semaines, l'hitlérisme s'est installé en maître en Allemagne avec les apparences de la légalité. En fait, il avait d'abord fait régner la terreur dans la rue par des rixes et des expéditions punitives. Les pleins pouvoirs n'avaient été accordés que par l'exclusion de 80 députés communistes, les SA et les SS occupant la salle des séances. Encore une fois, mesure très socialiste, hein. très socialiste, pas de virer des députés communistes, etc. Voilà. En 1933, le parti s'essoufflait, victime de ses luttes internes et d'une crise financière. Il avait perdu 2 millions de voix dans les élections de 1932, c'est alors qu'il est renfloué par les grosses industries, Thyssen, Krupp, IG Farben, des manias de la presse, des financiers, et soutenu par l'ensemble des conservateurs par crainte de la révolution sociale après une grave grève des transports à Berlin, et alors que la reprise économique s'annonçait. Maintenant, on pourrait dire que tu es financé par Bolloré, mais le parallèle avec un certain Z n'est pas fortuit, effectivement. D'autre part, socialistes et communistes ne s'étaient pas unis pour le combattre, ils n'avaient guère aidé Browning et le centre démocrate. Effectivement, et je pourrais même rajouter que dans la vision marxiste orthodoxe malheureuse de l'époque, ils pensaient même que le fascisme était souhaitable parce que voilà, il concentrait les contradictions du capitalisme, de la bourgeoisie, et donc précipitait, voilà, enfin, je pense pas que c'était la ligne du parti communiste allemand de l'époque, mais certains, on va dire, il y avait certaines théories qui émergeaient, ou certains avis, que finalement c'était pas tant une mauvaise nouvelle que ça, le fascisme, parce que ça concentrait les contradictions de la bourgeoisie et du capitalisme, et donc que ça arrive au pouvoir, allait précipiter la chute, etc., etc. Donc l'avènement du prolétariat, parce que comment dirais-je, le communisme, ce qu'on appelle le marxisme orthodoxe, avait une vision typiquement téléologique de l'histoire, c'est-à-dire un peu positiviste. Pour eux, l'histoire avait suivait une logique extrêmement mécanique, et que pour eux, vraiment, les contradictions du capitalisme et de la bourgeoisie allaient fatalement produire la révolution du prolétariat. Et on a montré que l'histoire n'obéissait pas à ce genre de règles quelque part, et qu'il y a des hauts et des bas, et que bon, l'histoire n'est pas linéaire, hein, quelque part. C'est pas une suite mécanique, faut arrêter les conneries. Et donc voilà, d'autres s'annonçaient les problèmes des conservateurs à court d'échelle. D'autre part, socialistes et communistes ne s'étaient pas unis pour le combattre, ils n'avaient guère aidé Browning et le centre démocrate. Ainsi, Hitler ne s'était pas élevé seul au pouvoir. Les conservateurs lui avaient fait la courte échelle et la division de ses adversaires avait facilité son succès.
Pour reprendre l'expression de Brecht, l'ascension de Adolf Hitler était parfaitement résistible. Voilà, on pouvait largement le contrer, je pense, voilà, malgré l'habileté du gars, malgré le fait qu'il a été subventionné quand même pas mal, quand même, je pense qu'il avait, je dirais pas jusqu'à dire qu'il avait les fonds limités, mais quand même, il avait quand même de sérieux fonds, et voire même dans les rapports aussi juridiques, quand il y avait des confrontations avec comment dirais-je, les milices fascistes par rapport au syndicalisme ouvrier, c'est Daniel Guérin qui faisait cette analyse en fascisme et grand capital. Effectivement, c'est les délégués syndicaux en fait voulaient rester à tout prix dans la légalité, voire même les partis, le parti communiste et le parti démocrate, enfin pas démocrate socialiste de l'époque, enfin les sociodémocrates de l'époque, effectivement, c'était enfermé dans la légalité, là où en face ils pratiquaient clairement l'illégalisme, en tout cas dans les manifs, ils rentraient dedans, etc., etc. Et surtout, les flics étaient extrêmement plus compatissants avec les FAF qu'avec les socialistes. C'est ça aussi dans le rapport de force. Et je veux dire, ce rapport de force n'a pas changé, effectivement. Mais parce que mettre, comment dirais-je, à pareille importance le complot égalitariste woke, entre guillemets, islamo-gauchiste et l'invasion du Capitole avec le mec qui a marqué 6 millions de morts au Auschwitz, mettre ces deux trucs à égalité, bon, il y a une forme de malhonnêteté, soit de débilité, soit de malhonnêteté. Mais après, c'est chacun qui voit. Enfin bref, c'était l'avènement du national-socialisme, du nazisme. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!